Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre, une heure de décryptage de l'actualité, une heure en compagnie de Victor Lefebvre, journaliste, enquêteur. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane Simon. Alors, dans la deuxième partie de l'émission, on va parler de l'affaire Depardieu. Souvenez-vous, en décembre dernier, le magazine Complément d'enquête sur France 2 diffusait un reportage dans lequel l'acteur tenait des propos à caractère sexuel en Corée du Nord. Des propos qui avaient fait scandale, car ils étaient à caractère sexiste et même pédophile, puisque l'acteur contemplait une jeune fille d'une dizaine d'années avec des commentaires pour le moins déplacés. Il semblerait qu'aujourd'hui, l'affaire ne soit plus aussi claire que cela. Il y a eu un rebondissement que l'avocat de l'acteur nous détaillera, ainsi que le cinéaste et écrivain Yann Moix. Dans un instant, on va parler aussi avec notre correspondant Gérald Olivier du procès de Donald Trump. Le spécialiste des États-Unis nous expliquera le grand déballage de l'intimité de l'ex-président auquel les Américains ont eu droit. Mais cela va-t-il changer quelque chose en novembre prochain au moment des élections? On va se le demander ensemble. Tout de suite, Victor Lefebvre. Néanmoins, vous allez nous raconter les détails d'une affaire sordide de pédophilie dans le milieu intellectuel parisien que nos confrères de Libération ont révélé hier et aujourd'hui. Une certaine Inès Chatin, fille de bonne famille, aurait été violée entre ses 4 et 13 ans et elle accuse un cénacle d'intellectuels entre sociétés secrètes et cercles de pouvoir qui abusaient d'enfants dans un appartement parisien de la prestigieuse rue du Bac à Paris. De quoi s'agit-il? Oui, donc c'est une enquête qui a été menée par Libération, une série en 6 épisodes qui est baptisée Les Hommes de la rue du Bac. Et donc la victime, vous l'avez dit, elle s'appelle Inès Chatin, elle a aujourd'hui 50 ans, elle a longtemps hésité à s'exprimer sur cette affaire et elle dénonce donc un important réseau pédocriminel dont elle aurait été victime avec d'autres enfants dans les années 70-80. Et donc vous l'avez dit, c'est au 97 de la rue du Bac dans le 7e arrondissement de Paris, donc un quartier très cossu de Paris. Et donc elle dit plus précisément avoir été victime de sévices sexuels et de viols durant son enfance de la part de son père adoptif et d'amis, dont faisait partie l'écrivain Gabriel Matzneff, qui a déjà été dénoncé par Vanessa Springora dans son livre Le Consentement, rappelez-vous. Oui. Le fondateur aussi et le directeur historique du Point, de l'hebdomadaire Le Point, Monsieur Claude Imbert. L'écrivain et académicien Jean-François Revel, qui écrivait aussi dans Le Point. Les deux hommes sont décédés, aussi bien Claude Imbert que Jean-François Revel. Et enfin, lui, il est toujours vivant, l'avocat François Gibault, qui est l'exécuteur testamentaire de l'écrivain Louis-Ferdinand Céline. Alors, on précise que ce sont des auteurs présumés de viol, attention, puisque pour l'instant les faits ne sont pas qualifiés. Absolument. Alors, comment cela aurait pu durer aussi longtemps? Parce qu'on parle de viol entre 4 et 13 ans, c'est-à-dire 9 ans d'une intense activité aux rues du Bac. Parce qu'il y a une forme d'impunité, ou en tout cas de secret de polichinelle sur cette affaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les faits que dénonce Inès Chatin sont extrêmement graves. On peut peut-être... on peut peut-être détailler de quoi il s'agit. Il s'agit donc de jeux sexuels, en tout cas c'est ce qu'elle dénonce, organisés donc de ses 4 à 13 ans par un groupe d'hommes donc gravitant autour de son père adoptif qui s'appelle Jean-François Lemaire, qui est aujourd'hui décédé il y a quelques années, et qui était lui-même fasciné par des cercles de pouvoir et les sociétés secrètes. Et lors de ces séances, plusieurs enfants étaient rassemblés et devaient endurer des pénétrations réalisées avec des objets métalliques, et ça va encore plus loin que ça, puisque l'ordre était donné de ne jamais exprimer sa douleur. Je cite Inès Chatin dans l'article de Libération, elle dit: si quiconque pleurait ou manifestait une résistance, c'est sur lui que les hommes se concentraient et insistaient. Alors, est-ce que ça veut dire que cette plainte, qui intervient très tardivement après les faits, on parle de faits qui auraient eu lieu dans les années 70-80, donc 40 ans plus tard, est-ce que cette plainte a des chances d'aboutir ou est-ce que les faits sont prescrits? Alors, les faits sont prescrits. Alors, Inès Chatin avait sollicité de manière anonyme une audition auprès du parquet de Paris à l'automne dernier pour dénoncer ces faits. Donc, les faits sont prescrits, mais malgré tout, une enquête préliminaire a été ouverte le 23 octobre dernier. Le frère d'Inès Chatin, qui est de 2 ans son aîné, et lui aussi, qui est un fils adopté dans cette famille, fait partie des victimes présumées dans cette affaire. Oui, et j'ai vu qu'il avait co-signé. Voilà, il a co-signé, il a paraphé en fait les documents, même si lui ne souhaite pas rouvrir ce dossier, on l'imagine extrêmement douloureux.
mais en tout cas les faits sont prescrits. Et ce que dit Inès Chatin aujourd'hui, c'est qu'elle ne cherche pas la vengeance mais la justice. Elle dit, je cite encore une fois, aller en prison n'aurait plus aucun sens. Donc pour les auteurs présumés, je veux que la justice les confronte à la gravité de leurs actes. S'en prendre à des enfants est inqualifiable. Oui, bien sûr. Petite question, qu'est-ce qu'en disent pour l'instant, puisqu'il y a beaucoup d'auteurs présumés qui ne sont plus de ce monde, qu'est-ce qu'en disent les familles des auteurs présumés? Oui, alors les familles des auteurs présumés ont été contactées par Libération. Gabriel Smatsneff n'a pas donné suite aux sollicitations de Libération. Jean-Luc Imbert, qui est l'avocat et le fils de Claude Imbert, donc le fondateur du Point, a déclaré, je cite, « Mon père aimait les femmes, mais pas les petites filles. On est dans l'époque MeToo, c'est notre macartisme. » De son côté, François Gibault a assuré dans une lettre envoyée de son conseil Jérémy Assous qu'il n'avait jamais assisté au moindre acte criminel. Quant aux enfants de Jean-François Revel qui ont été eux aussi contactés, dont le moine bouddhiste Mathieu Ricard, ils disent souhaiter que la justice qui a été saisie puisse établir ce qui s'est réellement passé et ajoutent, je cite, « C'est l'attente de la victime qui a déposé plainte et dont ne nous doutons d'aucune manière que de la sincérité et de la douleur. C'est aussi notre attente car ces accusations nous plongent dans une incrédulité d'autant plus profonde. » Alors les accusations ne sont pas complètement fantaisistes, puisque y a suffisamment de matière pour que les policiers aient pris l'initiative d'une enquête oui, parce que Inès Chatin a donné extrêmement de détails. Elle a retrouvé des pièces à conviction, des dossiers, notamment la correspondance entre ces différents hommes puissants, ces industriels, ces écrivains, des manuscrits qui avaient été signés. Et puis elle a des détails très frappants dont elle se remémore. Par exemple, le fait que les hommes avaient le visage masqué, portaient sur eux une sorte de cape ou de manteau. Et donc il s'agit d'une véritable bande d'hommes puissants. D'ailleurs, entre eux, ils se surnommaient la bande. Et donc ce sont des intellectuels qui voyageaient ensemble d'ailleurs dans les pays d'Asie du Sud-Est régulièrement. Merci Victor, on suivra évidemment cette affaire de près. Je vous le disais tout à l'heure, notre correspondant Gérald Olivier est avec nous ce matin. Bonjour Gérald Olivier. Bonjour Stéphane. Alors je rappelle que vous êtes un journaliste franco-américain, un ancien rédacteur en chef de Spectacle du Monde, spécialiste des États-Unis, que vous avez suivi attentivement le procès de Donald Trump, le dernier en date si j'ose dire. Alors avant de revenir sur le procès Trump, je voudrais que l'on dise un mot quand même sur l'état de santé de Joe Biden que l'on a vu il y a quelques jours au moment du 80e anniversaire du débarquement. Il semble qu'il ne se porte pas très bien quand même. Oui, le problème de Joe Biden, c'est que les sorties en public ne lui réussissent pas, parce que chaque fois, on voit qu'il a de grandes difficultés. Il a des grandes difficultés à se mouvoir, à marcher. Il a des grandes difficultés à maîtriser son environnement, à savoir où il est, à savoir ce qu'il doit faire, ce qu'on attend de lui, même être capable de s'asseoir ou de rester debout. On a vu sa prestation lors du débarquement, la célébration du D-Day, comme on dit aux États-Unis, qui au passage ont été très suivis aux États-Unis, parce qu'évidemment, c'était des Américains principalement qui ont débarqué ce jour-là, donc l'anniversaire était important. Et puis c'était le 80e et Joe Biden a repris un discours de Reagan dans son propre discours. Donc c'est un événement qui a été très suivi et tout le monde a constaté que dans son comportement, Joe Biden avait l'air totalement perdu, absolument pas maître même de ses moyens, on va dire. Et donc ça finit par poser problème. Moi je l'avais écrit au tout début de la campagne, combien de temps peut-il tenir ? Et aujourd'hui on est à 5 mois de l'élection et ça paraît très très difficile pour les démocrates de changer de candidat, mais on se demande si Biden va parvenir même jusqu'au jour du scrutin. Parce qu'on peut se poser la question, est-ce que son état de santé peut faire illusion encore longtemps, quoi. Je crois que les démocrates se sont trompés, c'est-à-dire que son état de santé, j'ai pas envie de dire s'aggrave, mais ses capacités physiques et cognitives diminuent de manière visible, et les Américains le voient aujourd'hui, on ne peut plus le nier. La semaine dernière, juste avant le débarquement, il y a eu un article dans le Wall Street Journal qui disait qu'en privé, Joe Biden donnait des signes de faiblesse. Jusqu'à présent, les démocrates disaient en public il a du mal, mais en privé, rassurez-vous, il est maître de tous ses moyens, tout se passe bien. Et là, le Wall Street Journal a dit exactement l'inverse. Et sur la parution de cet article, on a eu... Alors rappelons pour nos auditeurs que le Wall Street Journal, c'est pas Fox News, hein. Non, le Wall Street Journal, c'est un journal financier principalement, conservateur et libéral, mais qui est beaucoup plus ouvert que peut l'être la chaîne Fox News. C'est pas du tout un journal pro-Trump. Le Wall Street Journal est favorable à certaines politiques de Trump, pas du tout au personnage. Et donc c'est eux qui ont souligné les difficultés de Joe Biden en public et en privé. Et les Américains ont pu constater avec les images des célébrations du débarquement que leur président avait de vraies difficultés. On l'a vu hier soir au G7.
pour la photo de famille, où il ne sait pas où il doit se mettre, il ne sait pas où il doit aller, il a l'air perdu, vraiment perdu. Ouais. Alors, est-ce qu'en août prochain, lors de la convention démocrate, ils ne pourraient pas changer de candidat, les démocrates, justement? C'est encore un scénario possible, ça? Oui, c'est possible. C'est parfaitement possible. Tant que la convention n'a pas eu lieu, le candidat n'est pas définitif. Et on sait qui ce serait le recours éventuel? Enfin, on non, a une justement, c'est le problème. C'est qu'ils n'ont pas de recours. C'est-à-dire que le recours logique serait de faire monter Kamala Harris d'une marche, puisqu'actuellement, elle est sa vice-présidente. Donc, si le président se retire, c'est la vice-présidente qui est numéro 2 qui prend sa place et qui se nomme un vice ou une vice-présidente pour faire campagne avec elle. Le problème des démocrates, c'est que dans les sondages et les enquêtes d'opinion, Kamala Harris a encore fait des scores encore moins bons que ceux de Joe Biden. Donc, si leur objectif, c'est de gagner l'élection, ils ne sont pas plus à même de la gagner avec elle qu'ils ne le sont aujourd'hui avec lui. S'ils veulent se débarrasser d'elle, c'est une femme, elle est noire, ils vont déplaire à 2 blocs majeurs de leur électorat. Donc, c'est très, très difficile à prendre comme type de décision. Maintenant, techniquement, s'il arrive quelque chose à Joe Biden, s'il a un accident quelconque, il sera remplacé. Et là, vous aurez des gens qui viendront et qui vous feront comprendre que le ticket, c'était lui et elle. Si lui s'en va, elle s'en va aussi. Et puis, on aura un certain nombre, je dirais, de débats médiatiques pour essayer de faire passer la pilule. Et peut-être que les démocrates s'en sortiraient mieux dans ce cas de figure-là. D'accord. Jusqu'à présent, ils ont fait confiance à Joe Biden. Il a battu Trump en 2020. Ils estiment qu'il peut le battre en 2024. C'est pourquoi il est toujours là. Alors, revenons sur le procès de Trump. Je vois qu'il nous reste peu de temps avant la coupure. Est-ce que vous pouvez nous dire, ce procès qui a été suivi par des millions d'Américains, pitchez-le-nous, j'allais dire. En quoi il était important, ce procès ? Il était important d'abord parce que aucun président jusqu'à Donald Trump n'a jamais été poursuivi en justice pour des actes qualifiés de criminels. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est parce que l'enjeu de ce procès, c'est potentiellement de mettre Donald Trump en prison. Eh oui, rien que moins. Là, il encourt, et pas pour quelques jours, il encourt 136 ans. 136 ans de prison. Oui, parce qu'il a été condamné sur 34 crimes qui encourent chacun 4 ans. D'emprisonnement maximum. Alors, donc vous faites la multiplication, vous arrivez à 136. Alors je vous propose de revenir dans un instant sur ce procès de Donald Trump et voir comment les démocrates tentent de récupérer l'affaire, les conséquences qu'il pourrait avoir. Mais on va aussi parler tout à l'heure de l'affaire Depardieu. Vous savez, le reportage de Complément d'enquête qui rapportait des propos sexistes, voire pédophiles de l'acteur. Eh bien, nous serons avec son avocat qui a obtenu une importante décision judiciaire. Je ne vous en dis pas plus. À tout de suite sur Sud Radio avec nos invités. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, votre rendez-vous du samedi matin pour décrypter l'actualité sur Sud Radio. Je suis toujours en compagnie de Victor Lefebvre, journaliste, enquêteur, et Gérald Olivier, journaliste franco-américain qui a suivi pour nous le procès de Donald Trump. Revenons sur ce procès justement, car il a été l'occasion d'exposer la vie intime de Donald Trump. C'est assez cocasse, puisque durant les audiences, il a été raconté qu'on lui avait infligé une scène de fessée, racontée par la plaignante, assez croustillante avec un magazine. Oui, mais ça n'a rien à voir avec les chefs d'accusation. Non, mais c'est quand même quelque chose. C'est évident que ça peut faire de l'audience, donc ça a été mis en avant. D'ailleurs, ça fait partie pour moi des éléments qui décrédibilisent le procès. Parce qu'en fait, si on veut chercher à présenter les choses de manière très claire, Donald Trump était accusé de faux comptes de campagne pour sa campagne présidentielle de 2016. Ouais. Ces faux comptes, falsification de ces comptes de campagne, sont liés à un paiement à une actrice pornographique qui s'appelle Stormy Daniels, de son nom d'actrice, suite à une rencontre sexuelle qui aurait eu lieu 10 ans plus tôt, 2006, à l'occasion de laquelle il y aurait eu la supposée fessée. Ouais. Et Donald Trump avait payé pour le silence de cette femme. Donc, payer pour le silence de quelqu'un, c'est absolument pas illégal. C'est même pas un délit. Ça se fait très souvent de manière parfaitement officielle dans des contrats, notamment avec des gens. Oui, mais ce qu'on reproche là, c'est que ça aurait été payé par les comptes de par la campagne électorale. C'est là où ça se complique, en effet, parce que ce qu'on reproche à Donald Trump, c'est d'avoir payé pour le silence de cette femme. Les sommes ont été versées par son avocat de l'époque, qui s'appelait Michael Cohen. Ouais. Et Donald Trump aurait remboursé Michael Cohen avec des fonds de sa campagne, en présentant ça comme des frais d'avocat, et non pas comme le paiement à une star porno pour son silence.
Maintenant, tout cela, là où ça se complique, si vous voulez, il y a deux complications fondamentales. La première, c'est que le paiement, même s'il n'est pas illégal, et les comptes de campagne, même s'ils sont falsifiés, vous avez ce qui s'appelle prescription. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, la justice ne peut plus intervenir. Le paiement a eu lieu en 2017, donc dès 2019, cette affaire, elle était terminée. On ne pouvait plus la juger parce qu'il y avait prescription. C'est la première chose. La deuxième chose qui pour moi est beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliquée et qui va sûrement être soulevée en appel, c'est que le procureur a estimé que ce paiement à Michael Cohen, dissimulé des électeurs, constituait une forme de mensonge dans la campagne et donc une manipulation de la campagne. Le problème, c'est que Michael Cohen paye Stormy Daniels en octobre 2016, un mois avant l'élection. L'élection a lieu. Trump est élu. Les remboursements à Michael Cohen commencent à partir de janvier 2017. En gros, Trump est accusé d'avoir manipulé une élection qui avait déjà eu lieu. Oui, c'est ça me paraît quand même assez rocambolesque. Ça n'a pas du tout été soulevé à New York. À mon avis, ce sera soulevé lors de l'appel. Alors, inévitablement, il y aura un appel. Et cet appel, il est suspensif, comme on dit? Alors, normalement, il doit l'être. Après, tout dépend des conditions qui sont posées par le juge. Il se pourrait que le juge mette l'appel suspensif, mais avec versement d'une caution plus ou moins importante. Donc, tout ça, ça aura lieu le 11 juillet, parce que ce sera le jour où on connaîtra la sentence. Là, on sait que Trump a été condamné sur donc 34 chefs d'accusation qui chacun encourent 4 années de prison. Ce sera au juge de décider quelle est sa sentence. Je rappelle que Trump n'a jamais fait de prison, qu'il avait un casier judiciaire vierge jusqu'à présent, donc une peine d'emprisonnement ferme serait quand même assez inattendue. Maintenant, c'est au juge de décider, et à partir du moment où il aura décidé, les avocats de Trump pourront à ce moment-là faire appel. Alors, après l'épisode de la fessée qui était assez cocasse, je le rappelais, il y a quelque chose qui est assez étonnant aussi et assez cocasse, c'est que, figurez-vous, que la justice aurait estimé que le rapport sexuel avec cette ancienne prostituée, actrice porno, pardon, Stormy Daniels, eh bien, n'était ni désiré, ni forcé, ce qui est assez, quand même, faut être dans la complexité de la justice américaine pour comprendre quelque chose à ces rapports qui seraient non désirés et non forcés. Qu'est-ce que ça signifie au juste? Ça, il faut demander à Stormy Daniels parce que ce sont ses propos à elle. En fait, c'est une actrice pornographique dont le métier consiste à avoir des rapports sexuels avec des inconnus. Voilà. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que elle n'a pas été violée. Ça, c'est l'essentiel. Voilà, c'est pas quelque chose qui s'est fait contre son gré. Donc de ce point de vue-là, elle protège Donald Trump contre des accusations qui pourraient être beaucoup plus graves. Mais vis-à-vis de ses amis libéraux, parce qu'elle-même elle est plutôt à gauche, elle dit qu'elle n'a pas pris de plaisir à ce rapport. À mon avis, c'est ce que ça signifie. Donc il y a un côté légal et puis il y a un côté qui l'est un petit peu moins. Mais encore une fois, c'est pas le cœur de l'affaire. C'est croustillant, mais c'est pas du tout le cœur de l'affaire. Bien sûr. Et d'ailleurs, le juge là. Beaucoup trop laissé parler sur ce thème-là, comme si lui aussi, il essayait de faire sensation. Il prenait de plaisir à écouter ça, d'accord. Peut-être aussi. Alors, maintenant, la question que tous les Américains se posent, c'est est-ce que l'ex-président Donald Trump va faire de la prison? Est-ce qu'il y a un risque réel et sérieux? Vous nous disiez tout à l'heure que c'est pas... Pour moi, ça ne l'est pas, non. Il est possible qu'il y ait une peine d'emprisonnement par sursis, même si la peine d'emprisonnement était ferme, je pense que l'appel serait suspensif. Ensuite, on est quand même en campagne électorale. Et donc, les républicains et d'autres se sont quand même beaucoup plaints que ce procès en lui-même était une forme d'ingérence dans la campagne électorale. Parce que pendant les 6 semaines du procès, Donald Trump, il a été assis sur le banc des accusés, il n'a pas pu faire campagne dans le Wisconsin, dans le Nevada et ailleurs, et on ne peut pas être dans 2 endroits à la fois. Il était d'ailleurs assez furieux en sortant du procès, Donald Trump, on l'a vu. Alors, il était furieux de la condamnation. Parce que, à chaud, beaucoup de gens ont estimé qu'il y aurait ce qu'on appelle un jury suspendu, c'est-à-dire qu'il fallait l'unanimité des 12 jurés pour condamner Donald Trump, et on pensait qu'il y aurait au moins un qui ne serait pas d'accord. Et ça n'a pas été le cas. Et donc ça a rendu Donald Trump furieux dans un premier temps, et puis c'est vrai qu'il était furieux tous les soirs parce qu'il était un petit peu déjà prisonnier. Il s'est dit, moi je suis prisonnier politique, parce qu'il était prisonnier de ce tribunal, il devait être là tous les matins à 9h, jusqu'à 16h tous les jours, sauf les mercredis, les samedis et les dimanches, et en attendant il ne pouvait pas faire campagne. Donc il y a une forme d'ingérence dans la campagne de la part de ce procès. Si demain il y avait emprisonnement, ce serait une ingérence encore plus forte, avec des réactions populaires qui là sont un petit peu imprévisibles.
Victor. Mais ce que montre cette affaire, en revanche, c'est qu'en 2016, à l'époque, Donald Trump se préoccupait quand même de sa notoriété, du qu'en dira-t-on, puisqu'il était prêt à signer un deal avec cette actrice porno. Est-ce qu'il le ferait encore aujourd'hui ? On a l'impression qu'aujourd'hui, ce que pensent les électeurs de ces mœurs le préoccupe moins. Alors c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que l'impact populaire dans les sondages du procès, il a été nul ou plutôt favorable à Trump. On a vu un certain nombre de gens se rallier à sa cause, non pas parce qu'il était coupable, mais parce qu'ils estimaient que le système était en train d'aller trop loin pour le stopper dans ses ambitions politiques. C'est la première chose. La deuxième chose, l'instinct de Donald Trump, c'est de jamais payer ce genre de choses. Il dit ça finira toujours par sortir, vous gaspillez de l'argent et ça fera plus de bruit quand ça sort si on a cherché à mettre le silence dessus que si on n'a rien fait. Qu'est-ce qui a fait qu'en 2016, il était prêt à payer ? En 2016, souvenez-vous, il y avait un autre incident juste avant. On appelait ça en anglais la Hollywood Access Tape. Il y a une vidéo qui était sortie liée à une émission populaire de la télévision américaine où Donald Trump se vantait que quand il était à la télé, il pouvait faire ce qu'il voulait avec les femmes. Oui. Il pouvait les toucher ici, il pouvait les toucher là, il disait rien, même elle l'invitait à ça. Et donc c'était un propos qui était totalement, je dirais, illégitime, pas du tout nécessaire, extrêmement sexiste et qui allait beaucoup le desservir, notamment vis-à-vis du vote féminin. Donc avoir cette vidéo disponible et puis après avoir le témoignage de Stormy Daniels sur ce qu'il lui avait fait ou ce qu'ils avaient fait ensemble en privé, c'était vraiment très très mauvais pour son image et donc il avait cherché à mettre ça un petit peu sous le boisseau. Mais ce qui est apparu clairement dans le procès, c'est que les liens entre Michael Cohen, son avocat, donc Michael Cohen en anglais, et Donald Trump à l'époque n'étaient pas si étroits que cela. C'est-à-dire que Michael Cohen affirme qu'il a eu l'autorisation de Trump pour faire le paiement à Stormy Daniels, et en fait, ça n'a jamais été établi. Et lors du contre-interrogatoire, l'avocat de Trump a clairement mis en avant que ce jour-là, Cohen avait cherché à appeler Trump, qu'il l'avait pas eu au téléphone. Il avait eu son garde du corps, et donc il y avait la question, est-ce que Cohen n'avait pas agi de son propre gré sans consulter Trump, et puis après avait cherché à récupérer son argent, parce qu'après tout, c'était quand même 130 000 $. Je voudrais quand même qu'au-delà du croustillant, on s'interroge un peu sur ce que ça dit de la justice, parce que évidemment, du côté trumpiste, on dit la justice américaine, elle est quand même de plus en plus instrumentalisée par les démocrates. Bien sûr. Quel est votre avis ? C'est ce que dénoncent les républicains depuis 5 ans. Une justice à deux vitesses, une justice à deux couleurs, un État profond, comme ils l'appellent eux-mêmes, contre les républicains et en partie contre Donald Trump. Et c'est vrai que, pour moi, si l'accusé ne s'était pas appelé Donald Trump, ce procès n'aurait jamais eu lieu. Il n'y aurait jamais eu d'acte d'accusation. Et d'ailleurs, dans cette histoire-là, le procureur de Manhattan, donc qui s'appelle Alvin Bragg, il a été élu en 2021 et il a été élu sur la promesse de se faire Trump. C'est ce qu'il avait dit aux électeurs. Si vous votez pour moi, moi je le ferai tomber. Donc il avait sa cible. Et après, il a trouvé les moyens d'atteindre sa cible. C'est pas comme ça que la justice est supposée fonctionner. On a d'abord un crime et on en cherche le coupable. Là, on avait un coupable désigné et il fallait trouver un crime à lui mettre sur le dos. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça va changer sur le scrutin de novembre prochain ? Est-ce que vous pensez que ça peut changer l'issue du vote ? Et puis, que disent les sondages effectués après le procès, justement ? Est-ce que Trump est toujours favori, largement favori ? Oui, et même de plus en plus. Il l'est de plus en plus. Les sondages. C'est-à-dire que le procès n'a rien changé. Non, absolument rien. Au contraire. Ce procès a fait plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a eu un mouvement de versement financier en faveur de Trump et du Parti républicain suite à sa condamnation qui est sans précédent. Ils ont engrangé 300 millions de dollars en 5 jours. Oh là là. Donc, alors, il y a quelques très très gros donateurs. Il y a une femme qui s'appelle Madame Adelson, qui est une milliardaire, qui à elle seule a donné 100 millions ou va donner 100 millions. Mais vous aviez derrière énormément de petits contribuables qui ont décidé trop c'est trop et on soutient Trump avec des chèques de 50, 70, 75 dollars. Donc c'est une somme phénoménale qui a été réunie et puis dans les sondages, on ne voit pas d'effet. Sinon au contraire, un effet plutôt favorable. Merci beaucoup Gérald Olivier, c'est toujours un plaisir de vous écouter. C'est un plaisir de venir. Merci de votre invitation. Parce que vous décryptez parfaitement la situation là-bas et je trouve qu'on n'est pas vraiment au courant. Attendez dans un instant, on va revenir sur l'affaire Depardieu. Vous vous souvenez de ce numéro de complément d'enquête sur France 2 qui a gravement mis en cause l'acteur. Vous vous souvenez de cet extrait ? Je voudrais qu'on le réécoute justement. Gérard Depardieu visite cette fois un haras. Et là encore, tout est matière à parler de sexe. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle et là ça... je vous sinon c'est des grosses salopes ça.
Il va même jusqu'à sexualiser une fillette d'une dizaine d'années. Si jamais il galope, elle jouit. C'est bien, ma fifi, continue. Tu vois, elle se gratte, là. Eh bien, cet extrait serait-il un montage ? Il y a eu un important rebondissement récemment et la justice a ordonné la saisie des rushs pour vérifier l'honnêteté de ce montage de complément d'enquête. Dans un instant, seront avec nous l'avocat de l'acteur et Yann Moix, écrivain cinéaste, qui était aux côtés de Gérard Depardieu au moment de ce voyage en Corée. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, votre rendez-vous du samedi matin sur Sud Radio pour regarder l'actualité à la loupe en compagnie de Victor Lefebvre. Bonjour Stéphane. Cette semaine, les curieux ont appris qu'il y avait du nouveau dans l'affaire Depardieu. Je dis les curieux car l'information est passée relativement sous silence. Souvenez-vous, en décembre dernier, le magazine Complément d'enquête dévoilait dans un reportage que l'acteur aurait des propos sexistes tenus en Corée du Nord et surtout qu'il aurait eu des propos à caractère sexuel, pédophile en contemplant une jeune fille d'une dizaine d'années, propos hautement scandaleux, sauf que tout cela ne serait pas fidèle à la réalité. Nous sommes en ligne avec l'avocate Gérard Depardieu, maître Jérémy Assouze. Bonjour maître, quel est votre sentiment depuis le début de cette affaire ? Depuis le début de cette affaire, j'ai toujours pensé que les faits ne correspondaient pas, les faits tels que présentés par complément d'enquête, ne correspondaient pas à la réalité. Pour preuve, c'est que ils ont exploité des images issues d'un long métrage cinématographique réalisé par Yann Moix en Corée du Nord et tourné en 2018 et en prétextant que c'était des images extraits d'un documentaire, voire d'un reportage d'information, qui est totalement faux. L'objectif de ce tournage était de produire un film dans lequel Gérard Depardieu jouait son propre rôle et jouait différents personnages. C'était un peu Mammouth en Corée du Nord. Je ne sais pas si vous avez vu le film Mammouth, mais c'était Mammouth en Corée du Nord, réalisé par Yann Moix. On a un très grand nombre d'échanges qui établissent cela. Il y a déjà eu un film qui avait été monté de 2h30. Il avait été présenté à très nombreux journalistes, notamment du Monde, et tout le monde trouvait ça assez extraordinaire, puisque c'était un peu de la même veine que l'enlèvement de Michel Houellebecq. Et ils ont extrait des images de ce long métrage cinématographique pour les intégrer dans un magazine considéré comme sérieux, qui est le complément d'enquête sur le service public, où ils ont dit, regardez, Gérard Depardieu est impliqué dans des histoires et dans des affaires de viol, notamment sur une femme qui a une grande différence d'âge avec lui. Eh ben, écoutez, il n'y a rien d'anormal puisque nous avons, réussi à mettre la main sur des images dans lesquelles Gérard Depardieu sexualise un enfant. Et donc, ça corrobore ce qui ressort de l'instruction judiciaire. D'ailleurs, on s'y est pas trompé, c'est que le juge d'instruction s'est immédiatement précipité pour tenter d'avoir l'intégralité des rushs, parce que elle-même pensait que ça confortait sa thèse, à savoir que si on sexualise un enfant, eh ben on peut avoir, puisqu'on a des propos qui sont délictueux, on peut avoir un comportement délictueux. Il se trouve que Gérard Depardieu n'a jamais tenu ses propos à l'encontre d'un enfant, que ce qui a été diffusé est issu d'un montage illicite et c'était fait pour alimenter la polémique et pour avoir l'audimat le plus important. D'ailleurs, rien que le titre, c'est quand même assez amusant, c'est que le titre du soi-disant magazine, c'est La chute de l'ogre, Gérard Depardieu. Le jugement de valeur. Et l'ogre, vous savez, la définition de l'ogre, c'est l'espèce de géant qui se nourrit d'enfants. Et donc, il y a déjà ce caractère totalement transgressif. Et c'est totalement faux. Donc, nous avons Gérard Depardieu et Yann Moix ont contesté la présentation, ils ont contesté la véracité des propos et ont immédiatement dit que
c'était le fruit d'un montage illicite. Alors cette semaine, vous avez obtenu de la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris une importante décision. Vous avez obtenu que soit communiquée l'intégralité des rushs. Je rappelle que les rushs, ça veut dire les prises de vue brutes, si vous voulez, sans montage, afin de pouvoir vérifier par vous-même l'honnêteté du montage. Alors pourquoi avoir dû saisir, pardon, la question est naïve, mais pourquoi est-ce qu'avoir dû saisir le tribunal, France 2 ou la boîte de production ne vous les donnait pas spontanément ? Exactement. C'est-à-dire que à partir du moment où les faits ont été contestés, à partir du moment où le président de la République avait dit mais de mémoire cette séquence fait l'objet de polémiques, immédiatement ils auraient dû communiquer les rushs pour montrer que ce qui a été dit et ce qui a été présenté et correspond à ce qui a été dit. Et pourtant ils se sont toujours refusés à le faire. Mais ils ont été extrêmement brillants, je parle de France Télévisions et de la société de production, c'est qu'ils ont dit « Nous avons fait authentifier les rushs par un huissier et ce dernier confirme que ce qui a été diffusé correspond à ce qui a été enregistré. » Et à partir du moment où ils ont parlé d'authentification via un huissier, l'ensemble de la classe médiatique, l'ensemble des journalistes ont considéré que la démonstration de la véracité de ce qui a été diffusé était rapportée. Alors que nous avons immédiatement demandé à pouvoir consulter ce constat, à connaître le nom de cet huissier et pouvoir nous aussi nous faire notre propre religion sur comparer les rushs avec le documentaire. Et ça nous a immédiatement et systématiquement été refusé. C'est quand même très curieux. Et donc, nous avons mis en demeure France Télévisions, nous avons mis en demeure l'ARCOM, puisque l'ARCOM aurait à sa disposition ces documents, et nous avons mis en demeure la société de production, et ils ont toujours refusé. Et Delphine Ernotte, ainsi que Tristan Warlex, donc le présentateur de Complément d'enquête et la présidente de France Télévisions, ont dit « Mais on aimerait vous les donner, mais nous respectons le secret des sources, et donc, nous ne pouvons pas faire droit à votre demande. Mais faites-nous confiance. Si on vous dit que ça a été dit et que c'est dans les rushs, c'est que ça l'est. » Alors, vous voyez, j'accorde un peu de crédit au service public, mais ce crédit est assez relatif. Et là, je dis, mais pourquoi vous nous opposez le secret des sources que nous respectons tous, alors qu'il n'y a pas de source en espèces ? Une source, en matière journalistique, c'est quelqu'un qui informe et qui est elle-même exposée à un danger dans l'hypothèse où on dévoile son identité. Mais un journaliste qui procède à une interview, qui plus est filmée, n'est pas une source. Il est au mieux co-auteur de l'interview. Donc là, je dis, mais attendez, là, nous sommes bien d'accord que c'est la société de production qui a produit ce long métrage cinématographique. C'est Gérard Depardieu qui est sur les images, c'est Yann Moix, le réalisateur, et tout ça a été filmé par la société de production. Donc il n'y a aucune source. Il n'y a pas un dissident nord-coréen qui dévoilerait des documents, et dans l'hypothèse où il pourrait être identifié, sa vie serait en danger. Donc ce que vous racontez, c'est totalement abject. C'est ridicule, ça n'a pas de sens. Alors, depuis la décision du tribunal, est-ce que vous les avez reçus, ces rushs ? Ben voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que comme ils s'opposaient à nous communiquer ces rushs, nous avons été contraints de saisir le tribunal judiciaire de Paris, et le tribunal judiciaire de Paris a rendu sa décision la semaine dernière et a confirmé ce que nous avons toujours soutenu, à savoir qu'il n'y avait absolument pas de source, ni de secret des sources à invoquer dans cette affaire, et que, vu les éléments qui sont en notre possession, à savoir que quand on analyse plan par plan de ce qui a été diffusé, il y a d'énormes incohérences, et que on ne voit jamais Gérard Depardieu prononcer cette phrase et ainsi que la fillette dans le même champ. Il y a une coupe qui a été faite à ce moment-là, qu'il va même jusqu'à sexualiser une jeune fille, c'est une voix off de la société de production qui est rajoutée sur la voix de Gérard Depardieu. Et donc, le tribunal a considéré que nous étions parfaitement légitimes à demander et à obtenir communication de ces rushs pour pouvoir les comparer avec ce qui a été diffusé et savoir si oui ou non il y a un montage illicite. Parce que si c'est la réalité, Gérard Depardieu en assumera les conséquences, mais si c'est pas le cas, c'est la société de production et France Télévisions qui en assumeront les conséquences, puisque c'est un montage illicite et c'est une infraction pénale. Et dans ces cas-là, ils en répondront devant le tribunal correctionnel. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que là, la société de production, donc qui est condamnée à nous communiquer
ces enregistrements, il y a une exécution provisoire, se fait un honneur de ne pas respecter la décision de justice. C'est-à-dire que France Télévisions contracte avec des gens qui ne respectent pas les décisions de justice et qui assument complètement de ne pas les respecter. D'accord. Alors maître, quelles sont les prochaines étapes judiciaires? La prochaine étape, c'est le tribunal correctionnel pour la société de production, mais également France Télévisions, où là, nous allons les poursuivre pour montage illicite, et là, ils vont être contraints soit de nous communiquer les rushs et de reconnaître leur culpabilité, parce que vous pensez bien que s'ils ne nous les communiquent pas, c'est parce que c'est nous qui avons raison, sinon ils se feraient un malin plaisir de nous les communiquer, et ils les auraient communiqués depuis longtemps. Donc soit ils nous communiquent les éléments et ils établissent leur culpabilité, soit ils refusent de les communiquer, et dans ces cas-là, le tribunal correctionnel en tirera les conséquences et les condamnera pour montage illicite. Alors néanmoins, on peut quand même dire que votre client, Gérard Depardieu, tient des propos qui sont assez grivois sur les femmes. Dans le long métrage cinématographique en Corée du Nord, oui. Mais complètement. Mais c'est le personnage qu'on lui demandait d'incarner. D'accord. Est-ce que vous allez reprocher à Benoît Poelvoorde d'avoir des propos tout aussi abjects et violents à l'encontre d'une gamine qui traverse la rue dans C'est arrivé près de chez vous? Personne. Au contraire, ça fait partie du personnage. Est-ce que vous allez reprocher à un acteur de jouer le rôle d'un personnage qui est raciste, qui peut être misogyne, extrêmement violent, assassin, etc. Non, on fait quand même tous le distinguo entre le personnage et la personne. Absolument. C'est le propre du métier d'acteur. Alors, on va retrouver Maître Assous et Yann Moix dans un instant, et on va se demander d'ailleurs comment Gérard Depardieu traverse cette période. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre sur Sud Radio, votre rendez-vous pour regarder l'actualité à la loupe. Toujours en compagnie de Victor Lefebvre de Factuel.media. Et on parle ce matin de l'affaire Depardieu et de ces images diffusées dans Complément d'enquête, vraiment sujettes à caution. Et nous a rejoint Yann Moix. Yann Moix, bonjour Yann, vous étiez aux côtés de Gérard Depardieu pendant ce tournage en Corée du Nord. Vous étiez le réalisateur de ce projet de film. Ce n'était donc pas un documentaire, mais bien un projet de film. Vous savez, mon cher Stéphane, lorsque on fait un film, on ne sait jamais à l'avance, sauf dans des cas très répertoriés, extrêmement scolaires, ce que va devenir le film. Il y a beaucoup de films dans l'histoire du cinéma, In the Mood for Love, beaucoup de Godard, qui ne s'écrivent qu'au montage. C'est-à-dire qu'il y a des films qui se font en amont et des films qui se font en aval. Je suis allé en Corée du Nord pour faire un film avec Gérard Depardieu. Avec Gérard, un documentaire n'a strictement aucun sens puisqu'il déclenche des choses qui démodent la réalité, qui détricotent la réalité, qui la modifient. Et donc, en salle de montage, je suis resté plusieurs mois, je me suis aperçu qu'on avait, en gros, Mammouth à Pyongyang. Une sorte de remake des Valseuses, version dictature. Et c'est donc un film, non seulement un film extraordinaire, et je le dis sans modestie, parce que la modestie, ça va bien 5 minutes quand on est sûr d'avoir fait quelque chose de beau, mais surtout, un film à mourir de rire et une fiction, en effet. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce film, dont on a vraiment l'eau à la bouche pour le regarder, eh bien, ce film se retrouve dans les mains de Complément d'enquête? C'est ça qu'on n'arrive pas très bien à comprendre. Je vais vous raconter de manière très succincte. Voilà ce qui s'est passé. Je fais un peu le tour des popotes pour savoir qui serait prêt à produire un film avec Gérard Depardieu. D'ailleurs, on peut dire que vous m'avez, moi je me souviens que vous m'avez proposé de produire ce film d'ailleurs, Yann. Oui, mais au retour Stéphane, parce que je pense que si je vous l'avais proposé au départ, j'aurais d'ailleurs été mieux inspiré de le faire, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc j'ai demandé à un producteur avec qui j'avais déjà fait un documentaire sur Calais, qui est un producteur de petite envergure qui s'appelle Ikari, qui n'est pas un gros producteur et qui ne fait en fait que des trucs pour la télévision, s'il était d'accord pour produire le Depardieu. Il a payé le billet d'avion de Gérard et le mien. J'ai fait 30 heures de rush, je suis revenu. Ikari, via Anthony Dufour, qui est le producteur, m'a promis une sortie en salle. Il était d'ailleurs question que, puisqu'il me l'a demandé, j'ai évidemment tous les échanges qui le prouvent, que Gérard rencontre Anthony Dufour
qui avait adoré le film, malgré tout ce qu'il peut dire aujourd'hui, qui avait adoré l'humour de Gérard à l'intérieur du film, malgré ce qu'il peut dire aujourd'hui. J'ai notamment un mail ou un SMS qui dit « Vivement qu'on s'éclate à voir en projo avec GG ». Ce film de 2h30, qu'une centaine de personnes ont vu, dont des journalistes, a été, au dernier moment, subtilisé par un producteur qui, ayant compris que Gérard commençait à avoir des affaires juridiques et judiciaires au fait, s'est dit, bon, comment je vais vendre mes images? Eh bien, il me les a moralement volées, les miennes. Il est allé proposer ses services à complément d'enquête et au lieu d'avoir la dignité et le courage de continuer à trouver un distributeur pour sortir un film de 2h30 qui était un ovni, il a préféré arracher 40 secondes de ce film de 2h30 pour les vendre. En plus, c'est lui qui a produit l'émission de complément d'enquête, pour les vendre à complément d'enquête. Ouais. Et il a donc suicidé un film, touillé un travail de plusieurs mois, qui était un projet artistique ambitieux, pour finalement en faire une sorte de petite séquence truquée d'ailleurs, malhonnêtement truquée, mais en plus, finalement pour récupérer ses billes et se faire beaucoup plus d'argent qu'il n'en aurait fait au cinéma. Bien sûr. Alors on voit le procédé qui est vraiment peu reluisant. Et alors vous nous confirmez, Yann, que Depardieu se savait évidemment filmé dans ce projet et qu'il était dans l'exagération de lui-même, que voilà, c'était un projet dont il avait comment dirais-je, pleine confiance en vous pour faire un objet de cinéma. Deux choses, mon cher Stéphane, on ne peut pas filmer quelqu'un pendant 10 jours à son insu, surtout en Corée du Nord, surtout quand il a un micro-cravate et un chef opérateur toute la journée braqué dans sa direction, sachant que c'était un film comme La Chèvre, un film de duo, c'est-à-dire que moi je jouais Pierre Richard et lui il jouait Depardieu, j'ai joué dans mon propre film. Et ce qu'il se passe avec Gérard Depardieu, comme avec beaucoup d'acteurs, ce qui est génial avec lui, c'est que Gérard c'est Gérard, mais une fois que vous lui mettez un micro-cravate et que vous commencez à le filmer, alors Gérard devient Depardieu. C'est-à-dire que ce qu'il aurait fait de manière soft, paresseuse, j'allais dire presque normale, une fois qu'il se s'est filmé et avec micro-cravate, il devient le monstre sacré du cinéma qui tout d'un coup a des répliques qu'on ne peut pas écrire à l'avance, a des dialogues à mourir de rire qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, et il se joue comme tous les acteurs géniaux, de toutes les situations. Car en Corée du Nord, pays dans lequel il est impossible de faire des documentaires par ailleurs, c'est-à-dire que c'est plus facile de faire une fiction qu'un documentaire, parce qu'un documentaire, on demande l'autorisation. La fiction, après, on fait ce qu'on veut, mais je veux dire là, il jouait un personnage dans la mesure où il exagérait toutes les situations. Toutes les situations. Et, je rajoute, mon cher Stéphane, que faut quand même savoir que j'ai pas fait ce film à Chartres. La Corée du Nord, c'est un pays, si vous manquez de respect à une femme, c'est pas MeToo que vous avez aux fesses, c'est le peloton d'exécution. Les Coréens et les Coréennes qui étaient autour de nous parlaient aussi bien français que vous et moi. Et je peux vous dire une chose également, puisqu'on a accusé Gérard de manquer de respect aux femmes. Non seulement il n'a pas manqué de respect aux femmes, non seulement il leur a donné de l'argent quand elles étaient dans des situations absolument terribles où les gens ramassent des racines pour se nourrir là-bas, mais en plus, outre le fait qu'il les a amusés, passionnés, intéressés, et j'ai des dizaines de mails qui le prouvent, je peux vous dire une chose, mon cher Stéphane, c'est que ces femmes-là, à mon avis, en présence de Gérard, ont vécu les plus beaux et les moments de leur vie, les plus belles heures de leur existence. Il y en a une qui l'appelait Monsieur Jean Valjean, parce qu'elle avait vu le film. Et donc, en fait, Gérard, il a apporté de la folie dans un pays où il n'y a que, finalement, des tragédies. Et ces femmes étaient éblouies, mais personne ne peut voir les 2h30 de film, puisqu'on les a volées. Ces femmes étaient éblouies par le charisme de Gérard. Donc non seulement il ne les a pas brutalisés, humiliés, mais il les a divertis, amusés, et il a changé leur quotidien. Absolument. Yann, vous avez des nouvelles de Gérard Depardieu. Comment est-ce qu'il traverse cette période? Parce que le cinéma français, évidemment, lui fait payer complément d'enquête. Ce qui est inadmissible, mon cher Stéphane, et c'est là qu'il faut être très précis, les femmes sont en ce moment dans une révolution qui est tout à fait compréhensible. Et je pense que c'est très bien de condamner les personnes, les hommes notamment, qui se conduisent de manière atroce avec la gente féminine. Mais pour qu'on puisse appliquer une justice qui fasse son travail de manière efficiente, il faut régler les accusations sur la réalité.
Or, on a fait de Gérard Depardieu quelque chose qu'il n'est pas, c'est-à-dire un homme qui est capable de sexualiser une enfant. Je connais très bien la femme sur laquelle Gérard a tenu les propos en question. C'est une cavalière de 35 ans qu'on voit dans mon film. Une femme qui d'abord était une très bonne cavalière. Mais Gérard, si vous voulez, est tombé de son statut à cause notamment de la séquence de la fillette. Or, la fillette, Gérard ne lui a jamais dressé la parole, je suis même pas sûr qu'il l'ait vue. Mais au montage, on fait à peu près ce qu'on veut, donc ils ont mis une bande son sur des images qui ne correspondent pas, et on a fait chuter l'ogre sur une séquence montée par Anthony Dufour de chez Ikari et par complément d'enquête. Car je peux vous dire une chose, s'il y a bien quelqu'un qui s'est tenu à carreau, parce qu'on risque la mort en Corée du Nord, et aussi avec beaucoup de respect pour les habitants, pour les citoyens nord-coréens et pour les femmes, c'est bien Gérard. Oui, c'était un film de fiction. Oui, ce film, j'ose le dire, est un film formidable et peut-être un des meilleurs films tournés avec Gérard Depardieu. C'est une fiction de 2h30. Je n'ai pas rêvé. J'ai fait ce film. Des collègues à vous l'ont vu, des producteurs l'ont vu. Une centaine de personnes l'ont vu. Il y a eu des mails qui le prouvent. Je n'ai pas rêvé, mais j'ai une seule peur, mon cher Stéphane, c'est qu'ils détruisent les rushs et mon film avec. Je comprends tout ça. Des copies qui circulent. Bon, parfait. Yann Moix, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je voudrais demander un dernier mot à Maître Assous sur les médias. Un mot sur l'attitude des médias depuis la décision de la 17e chambre. Pourquoi est-ce que les grands médias, l'AFP en tête, n'ont pas repris cette information ? Tout simplement parce que ça ne va pas dans le sens de leur idéologie. Et l'AFP, je tiens quand même à la féliciter, c'est qu'elle a été interviewée la société de production et France Télévisions, la société de production qui a dit « nous interjetons appel », c'est leur droit le plus strict, sauf que l'appel n'est pas suspensif en matière de référé. Mais ça, l'AFP, non seulement ne le dit pas, mais en plus, l'AFP n'a même pas daigné prendre contact avec moi pour me citer. C'est-à-dire que pour eux, le respect du contradictoire, c'est la géométrie variable. Et pourquoi ? Mais tout simplement parce que ils ont pris parti au mois de décembre, mais même avant sur d'autres dossiers, pour participer à la mise à mort sociale de Gérard Depardieu, mise au banc de Gérard Depardieu, mais d'autres acteurs qui sont pris dans ce type de polémique, malgré les faits qui contestent, ou malgré l'inexistence des faits. Je pense par exemple à Harry Habitant, qui a bénéficié d'un non-lieu, et malgré cela, les gens continuent à dire « Ah oui, mais attention, c'est pas terminé ». C'est terminé, ça suffit. Harry Habitant est innocent. Mais malgré ça, on ne réhabilite pas cette personne, et les médias ont cette capacité assez exceptionnelle de jamais reconnaître leur tort. Et maintenant, je termine juste une chose, c'est qu'à partir du moment où vous passez sur certains médias, comme par exemple CNews ou C8, vous ne pouvez plus passer chez les autres. Et ça, c'est scandaleux, parce que je crois savoir que quand on passe chez TF1 ou France Télévisions, on peut encore aller sur CNews. Dans un sens, ça marche, dans un sens, ça ne marche pas. Il manque qu'il y a des médias comme vous qui permettez de rétablir la vérité. Merci d'avoir été avec nous, Maître Assous. Victor Lefebvre, très brièvement, où en sont les deux autres plaintes là contre Gérard Depardieu ? Alors Gérard Depardieu sera jugé en octobre prochain devant le tribunal correctionnel de Paris pour des faits présumés d'agression sexuelle sur 2 femmes, lesquels se seraient produits en septembre 2021 sur le tournage du film Les Volets Verts. D'accord, merci. Alors, en tout cas, c'est 2 affaires totalement distinctes, même si son avocat nous a bien expliqué que ça avait servi au juge d'instruction, évidemment, pour accélérer sur ces fameuses autres plaintes. Merci Victor d'avoir été avec nous. Merci à nos auditeurs. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube de Sud Radio pour un replay, ou la semaine prochaine, samedi 10h, pour une nouvelle heure libre. Tout de suite, c'est On parle auto avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. À tout de suite sur Sud Radio.